Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Je crois que finalement, le cœur de notre métier serait de dire comment est-ce que nous faisons découvrir à chacun le trésor qui est en lui, et ce trésor étant son talent singulier et propre, qui fait que finalement il est unique, voilà. Et donc c'est à la fois une superbe mission, à la fois c'est extrêmement compliqué, et en même temps, waouh, enfin c'est juste extraordinaire, voilà. À quelques kilomètres de chez moi, dans ma campagne eurélienne, se dresse le château des Vaux, qui abrite l'un des sites de la Fondation des apprentis d'Auteuil. L'endroit, splendide, inattendu, m'intriguait d'autant plus que j'avais eu l'occasion de rencontrer des personnes qui y travaillent et dont je sentais bien à travers la description qu'elles m'ont fait de leur métier que quelque chose de spécial les animait. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur du site, Christian Jacquemin, et alors j'ai compris. À travers son témoignage, que vous allez entendre dans cet épisode, vous découvrirez comment, depuis plus de 30 ans, son métier donne un sens à sa vie complète. Dans cet épisode, Christian raconte les waouh de sa carrière au sein de la Fondation. Ses débuts en tant que professeur d'horticulture, les rencontres fondatrices qui ont jalonné sa trajectoire, et puis la joie profonde d'accompagner sur leur parcours les jeunes en devenir accueillis par la Fondation. Dans son propos d'une grande profondeur, Christian nous répète combien il est important d'apprendre à s'ajuster à l'autre et à quel point la capacité à se remettre en question quotidiennement est une nécessité dans le métier d'accompagnant. Je vous souhaite d'éprouver à l'écoute de cet épisode la même joie que celle qui fut la mienne de rencontrer Christian. Bienvenue au Château des Vaux et bonne écoute. Monsieur Jacquemin, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre bureau. Nous sommes au Château des Vaux, en Eure-et-Loire, tout à fait. Chez les apprentis d'Auteuil. Oui. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer où nous sommes ? Alors, on est dans un magnifique château du 18e, en fait. Voilà, le marquis d'Aligre avait décidé de se faire un petit Versailles comme relais de chasse, voilà. Et donc, il a commencé à édifier ce beau château autour des années 1805. Et puis, les constructions se sont finies autour de 1891 et malheureusement pour lui, le marquis était déjà décédé. Mais bon, alors du coup, on le bénit tous les jours et on le remercie parce que nous, depuis donc 1946, en fait, la fondation est installée depuis 1946 au Château des Vaux, et donc nous profitons de ce magnifique lieu dans l'activité qui est la nôtre, qui est comment dire ça? Alors, je vais le dire en disant qu'on a pour mission d'accueillir des jeunes. Alors, on dit très souvent en difficulté, et moi j'aime dire en devenir, voilà, parce que du coup, j'aime qu'on ne soit pas réduit au mot difficulté, mais que en fait, nous sommes tous faits pour dépasser une difficulté et pour la remettre en perspective, voilà. Donc, on serait plutôt l'accompagnateur de ça, voilà. Et puis peut-être, moi j'aime bien aussi définir notre mission en disant alors bien sûr, nous avons le professionnel, des formations professionnelles, la partie éducative, mais je crois que finalement le cœur de notre métier serait de dire comment est-ce que nous faisons découvrir à chacun le trésor qui est en lui, et ce trésor étant son talent singulier et propre, qui fait que finalement il est unique, voilà. Et donc c'est à la fois une superbe mission, à la fois c'est extrêmement compliqué, et en même temps waouh, enfin c'est juste extraordinaire, voilà.
Vous accueillez des jeunes à partir du collège, c'est ça? Voilà, alors nos jeunes arrivent même peut-être avant, parce que certains jeunes qui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, en fait, on a donc à peu près 800 jeunes sur le site. 360 relèvent de la protection de l'enfance. Voilà, donc sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, voilà. Et puis à peu près 300 sont confiés par les familles dans le cadre d'un internat, j'ai envie de dire plus classique, voilà. Et puis on a à peu près 150, 170 demi-pensionnaires, voilà, avec un système de ramassage scolaire. Donc ça va en âge, on peut commencer à 5 ans ou 6 ans en fait, voilà, dans le cadre de la protection de l'enfance. Certains enfants dont le parcours, parfois, je sais pas, on imagine une maman qui est toute seule en charge avec ses enfants, elle doit aller à l'hôpital et donc il y a personne qui peut prendre le relais. Donc en fait, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, qui nous les confie, voilà. Donc pour un temps donné, certains resteront avec nous 1 an ou 2 en moyenne, c'est à peu près ça la moyenne, voilà. Et puis d'autres sont plus âgés, donc on va de 6 ans à 21 ans, voilà. Grosso modo, c'est à peu près de cet ordre-là. Et puis on a quand même aussi quelques formations pour adultes. Et donc là, on est dans un champ de 16 à 99. Voilà. D'accord. L'objet de la fondation, c'est comment on accompagne en fait sur ces champs d'insertion, de professionnalisme, mais aussi d'insertion sociale. Enfin voilà, du coup, très souvent, quand on dit insertion, on pense aux professionnels, mais il y a aussi un accompagnement important sur la partie sociale, en fait. Voilà, le logement, le lien au monde. Enfin voilà. Donc 800 élèves, on va dire, oui. et combien de personnel du coup Alors en fait, comme nous sommes ouverts 24 heures sur 24 et toute l'année, en fait on a à peu près 500 membres du personnel, voilà, puisque nous sommes voilà, on a des jeunes toute l'année et nuit et jour, et donc du coup le temps de faire le roulement d'accompagnement, voilà, on a à peu près 500 membres du personnel. Voilà. Et vous accueillez des enfants et des jeunes de toute la France ou de la région? Alors on a essentiellement des Auréliens, des Parisiens et des départements, disons limitrophes au 28, voilà. Voilà, donc il y a d'autres sites des apprentis d'Auteuil? Oui, la fondation qui a été créée en 1866 par l'abbé Roussel avait pour vocation justement à Auteuil de prendre en charge des enfants qui étaient dans la rue. Et donc de dire, bon, bah alors comment on peut les accompagner spirituellement, puisqu'il était père, le père l'abbé Roussel, voilà, mais aussi professionnellement dans un apprentissage d'un métier pour leur propre autonomie. Et puis après, cette fondation a avancé avec on a une autre personnage important en 1923, le père Brottier, qui de par son charisme et sa personnalité a donné une ampleur un peu nationale à cette fondation, voilà, puisqu'en 1929 elle est reconnue d'utilité publique. Et en fait, elle essaime dans à peu près toute la France. Évidemment, la Deuxième Guerre mondiale fait que elle essaime dans toute la France, et y compris à la campagne, puisque à Paris, on avait des difficultés pour se nourrir. Et donc, en fait, on envoie les jeunes plutôt à la campagne, d'où ce château des Vaux au milieu de la campagne, et qui était finalement une belle opportunité pour pouvoir suivre et accompagner les jeunes à l'époque. Voilà. Et donc, depuis 1946, ça se poursuit ici et dans toute la France depuis 1866. Voilà. Vous-même, vous êtes directeur de ce site, c'est bien ça? Oui, moi je suis directeur du site, et du coup avec une antenne à Chartres aussi. À Chartres, il y a 2 choses principales. L'accompagnement de jeunes, soit dans le cadre de la protection de l'enfance en MEX, ou du coup où on a des plus petits, et puis des plus grands dans le cadre d'un accompagnement là après un diplôme et un petit coup de pouce pour l'insertion.
Et puis, il y a le bercail. Le bercail, c'est un accueil de mamans victimes de violences. Et donc, on accueille des mamans et leurs enfants pour un temps donné de, alors je vais dire mise au vert, reprise de confiance, accompagnement sur un temps donné quand les circuits de vie ne sont pas toujours si simples. Et donc, du coup, ça permet à ces mamans de se poser avec leurs enfants et de pouvoir se remettre en perspective positive. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivé à ces fonctions? Ah oui. Alors, en fait, je vais le raconter comme ça, en disant que quand j'avais 20 ans, j'ai un BTS horticole. Et donc je cherche, après avoir fait un remplacement de professeur d'horticulture dans l'Oise, je cherche, je suis en région parisienne et je cherche un emploi, voilà, aussi simplement que ça. Et là, je réponds à une annonce de la Fondation d'Auteuil que je ne connaissais pas. Et je me présente donc à Sannois, c'est à côté d'Argenteuil, dans une maison d'Auteuil qui fait de l'horticulture, et je suis embauché comme prof d'horticulture. Bon. Et là, waouh! Donc j'ai 20 ans, et donc les jeunes sont à peu près aussi vieux que moi, mes premiers élèves, voilà. Et donc cette rencontre est à la fois, je sais pas comment dire, tiens... violente, parce que du coup les problématiques des jeunes sont réelles parfois, et donc du coup ça peut être une rencontre extrêmement compliquée, voilà, et à la fois magique, parce que tout à coup on dit ah oui, mais donc ça veut dire que on pourrait se mettre en accompagnement de quelqu'un pour pouvoir potentiellement lui filer un coup de main de ce que nous on a pu expérimenter, et là tout à coup ça donne un sens à une vie. Enfin, je trouve, enfin, c'est aujourd'hui, je le dis comme ça, je le disais pas à 20 ans, parce que du coup, je prenais toutes les choses parfois avec un peu de difficulté, mais tout à coup, c'est dire, ah oui, donc, en fait, ok, je cherche un travail, mais là, tout à coup, je viens de trouver un travail qui m'inscrit dans autre chose que simplement gagner ma vie, mais qui donne un sens à une vie complète, en fait. Et en plus, le directeur de l'époque qui m'embauche, vous savez, dans la vie, on fait des rencontres fondatrices. Bon, les rencontres fondatrices, c'est tout à coup, on rencontre quelqu'un qu'on trouve absolument fabuleux et qui nous donne envie parce qu'il nous emmène dans ce qu'il porte. Et ben, c'était exactement le cas. Alors, cette personne avait, elle, voué toute sa vie à la fondation, c'est-à-dire elle ne s'était pas mariée, était 24 heures sur 24 à disposition de la fondation, et donc des jeunes qui l'accompagnaient, et donc avec un relationnel auprès des jeunes, mais juste extraordinaire avec les personnels, et donc voilà. Et donc moi je me dis waouh, c'est trop fort, quoi. C'est super, quelle belle perspective de vie. Voilà, ça commence comme ça. Donc en fait, au départ, je me dis bon, c'est vraiment compliqué. Si je dois être très honnête, la première année, je dis bon, allez, je suis embauché en octobre. Bon, c'est compliqué dans la relation avec les jeunes parce que voilà, l'âge fait que je suis en limite d'âge avec eux, donc c'est pas toujours évident de se positionner. Et toute l'année, je me dis bon, en fait, je tiens jusqu'à la fin de l'année, mais après, vraiment, ça va être trop dur et il faudra que je fasse autre chose. Et puis, avant la fin de l'année, là, alors on peut appeler ça révélation. Tout à coup, juste ce que je viens de vous dire, la perspective de tout à coup d'une mission plus qu'un travail. Enfin bon, voilà, je sais pas exactement. Évidemment, ma relation spirituelle intervient évidemment beaucoup là-dedans. Voilà. Hein, et donc je me dis bon bah les banco, ça va le faire. Et donc je ne quitterai pas ce lieu à la fin de l'année, mais au contraire, je vais me mettre en route. Là. Et puis probablement que ce qui me fait prendre cette décision, et je vous ai parlé de Jean Gosselin, là, ce directeur qui m'embauche, mais je dois aussi parler de l'ensemble du personnel, parce que dans son charisme, il réussit à créer
Alors aujourd'hui, on dirait une belle ambiance d'équipe professionnelle. À l'époque, on disait un climat de travail, mais juste extraordinaire pour accueillir la difficulté que nous amenaient les jeunes, quoi. Et donc, je crois que je suis séduit aussi par cette capacité d'être au travail et dans ce management-là. Aujourd'hui, on parle de management, mais à l'époque, on ne disait pas comme ça. On disait une vie de famille, en fait. Voilà. Hein. Donc, probablement que ça aussi, ça a joué pour moi dans ce côté familial et pour autant professionnel. Voilà. Voilà, donc je passe un certain nombre d'années comme prof d'horticulture avec de très belles expériences et voilà, et puis ensuite je prends la coordination du lycée horticole. Enfin, du coup, après, on l'appelait la section horticole. Voilà, donc du coup, en lien avec mes collègues pour se mettre en perspective différentes. Je continue à enseigner. Et puis, donc à peu près 12 ans plus tard, je prends la direction de l'établissement. En fait, voilà, donc je me forme en direction et je prends la direction de l'établissement à l'époque. Donc ça, on est dans les années 2000 à peu près, voilà. Et là, je reste 9 ans en direction, toujours à Sannois, voilà. Et puis, à partir de 2009, j'arrive au Château des Vaux parce que familialement, nous avons décidé de quitter la région parisienne et d'aller plutôt à la campagne, en se disant que pour la vie avec les enfants, il y avait quelque chose aussi de très sympa à découvrir à la campagne. Et puis peut-être parce qu'on était un peu fatigué de Paris, il faut bien le reconnaître, voilà. Et donc, nous faisons le choix d'une mobilité qui nous amène au Château des Vaux. Voilà. Et donc, je prends la direction du lycée horticole. Voilà. Et alors, donc, à l'époque, il y a le lycée horticole, une petite MEX qui est rattachée, MEX, Maison d'enfants à caractère social. Ce sont les jeunes donc qui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. Et puis, les internats famille. Voilà. L'année d'après, en fait, je prends la direction des 2 lycées, donc du lycée professionnel et du lycée horticole. Voilà. Et puis en 2014, je prends la direction de l'ensemble du site. Voilà. Donc en fait, c'est un parcours de promotion essentiellement interne, vous l'aurez bien compris. Alors, je passe pour un dinosaure parce que évidemment, ça fait 33 ans que je suis à la fondation et que on n'est pas dans une époque où c'est habituel aujourd'hui. Un des leitmotifs dans le milieu du travail, c'est de dire comment est-ce qu'on change de travail tous les 3-5 ans, histoire de multiplier le nombre d'expériences et d'augmenter ses compétences. Alors moi, en fait, dans mon parcours, plusieurs fois, je me suis posé la question en disant bon, et donc je pourrais aller ailleurs qu'à la fondation, décider. Je me rappelle très bien en 2005. Je pose cette question professionnellement et familialement en disant bon, peut-être que du coup je devrais quitter la fondation pour faire autre chose, aller voir d'autres horizons, voilà. Mais sauf que au bout d'un temps de réflexion, qu'est-ce qui me fait réfléchir, c'est de dire mais alors quelle drôle d'idée, puisque finalement cette mission est intrinsèquement liée à ton chemin de vie. Que du coup, professionnellement, tu ne t'ennuies mais pas une seconde, que tous les matins tu es ravi d'aller travailler, ce serait quoi la valeur ajoutée de quitter ça? Voilà. Donc du coup, voilà, je ne le quitte pas et je reste, voilà. Et 33 ans plus tard, moi, je suis toujours aussi enthousiaste de ce travail, de cette évolution, à la fois parce que ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer en fait nos pratiques, nos réflexions, d'accompagnement des jeunes, parce que du coup la société évolue, donc du coup c'est comment on se décale aussi et qu'on reste capable d'accompagner ces jeunes. Mais par contre, la joie profonde d'accompagner quelqu'un dans son parcours, waouh, ça c'est juste extraordinaire en fait. Enfin, voilà, du coup ça reste frais, ça vous ramène régulièrement à vous réinterroger, de savoir si vous êtes dans la bonne position et la bonne posture, parce que finalement on est tous pétris de certitudes, mais en même temps c'est intéressant tout à coup d'aller les revisiter.
Et s'il y a une chose qui vous fait forcément revisiter tout ça, c'est ce rapport à l'adolescence, là, parce que tout à coup, ça vous renvoie des trucs. Les jeunes ne mettent ni de gants, ni de pincettes pour vous renvoyer un certain nombre de choses. Et tout à coup, ça vous oblige à vous réinterroger et de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est un chemin finalement. Quand on me dit, alors du coup, ce chemin de vie et ce chemin professionnel, oui, parce que chemin de vie, parce que cette profession vous oblige constamment à vous remettre en cause et à vous réinterroger. Et donc, finalement, c'est un vrai chemin de vie aussi. Enfin, voilà, les deux sont, on a les deux en un, en fait. Voilà, c'est probablement ce qui fait la longévité, en fait. Moi, j'étais très impatiente de vous rencontrer parce que, habitant à quelques kilomètres de ce lieu absolument incroyable, vous parlez de Petit Versailles et c'est ça, hein, il y a des stucs au mur, c'est magnifique. Ouais. J'ai rencontré au hasard de ma vie personnelle des gens qui travaillent ici et je l'ai un petit peu senti ce que vous décrivez là, on le sent on le voit dans le regard, les yeux qui pétillent, etc. Il y a un truc particulier, il y a quelque chose, et c'est effectivement, vous venez d'y poser vos mots à vous et je comprends mieux effectivement cette relation entre un chemin de vie et un chemin professionnel. C'est extrêmement rare et voilà, mais je vous envie quelque part. On peut vous envier de connaître ça. Notre podcast, comme vous le savez, s'intéresse aux réussites professionnelles, au pluriel. Et je suis très impatiente de connaître votre définition de la réussite professionnelle ou des réussites professionnelles. Alors, évidemment, vous aurez compris que dans mon parcours, la réussite, elle est dans cette relation humaine qui est, chaque fois qu'on crée un lien avec un jeune, mais plus largement, moi j'aime bien le lien humain tout court, voilà, chaque fois qu'on crée un lien humain et que nous arrivons au terme d'un travail, d'un échange, du temps aussi, voilà, et de la confiance qu'on peut s'accorder et tout ça, et qu'on voit ce chemin avancer. Là, je le dis pour les jeunes, mais je vais le dire aussi pour les professionnels. Vous savez, travailler ensemble. Bon, voilà, travailler ensemble. Tout le monde dit, oui, c'est super, le travail commun, oui, c'est génial, parce que du coup, on est plus intelligent à 10 que tout seul. Enfin, voilà, on a tout ça où il y a un enthousiasme incroyable, parce que du coup, évidemment, d'être ensemble, d'appartenir, de réfléchir ensemble, c'est mieux, c'est plus sympa, c'est plus productif, voilà. Mais pour y arriver, on est dans notre humanité chacun, avec nos peurs, nos réflexes, nos conditionnements, voilà. Et en fait, ce que je trouve intéressant et la vraie réussite, c'est chaque fois que nous avons pu dépasser nos difficultés humaines, individuelles et collectives, pour aboutir à quelque chose de positif ensemble. Et typiquement, évidemment, ce qui nous réunit ici au château, c'est de dire, autour de ce jeune, qu'est-ce que collectivement nous pouvons lui apporter ? Et que ce soit par la partie enseignement, la partie éducative, mais aussi toutes les personnes AES. Alors AES, c'est administratif et services, parce que du coup, ils ont une place centrale dans ça, parce que c'est un lien un peu décalé du pédagogique et de l'éducatif. Et là, tout à coup, on a des choses qui peuvent se passer de façon extraordinaire avec les personnes qui sont sur ces postes-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se coordonne, qu'on se comprenne, qu'on décide d'avancer ensemble. Et donc, c'est quand chacun fait taire un peu son orgueil, sa volonté propre, son individualisme, et que pour ça, collectivement, nous arrivons à aboutir, ça s'appelle des vraies réussites et de vraies belles réussites. Et puis, les réussites, c'est aussi, vous voyez, quand tout à coup vous accueillez un jeune qui est profondément attristé ou qui est perdu dans la vie, qui sait plus où il en est, et que tout à coup, au fur et à mesure de son accompagnement, on peut
allez, le reconnecter à sa propre vie. Et tout à coup, hop, allez, ça y est, on a été juste le moment, l'intermède, le catalyseur, ceux qui ont permis que tout à coup s'enclenche quelque chose, waouh, et que tout à coup on a, des jeunes qui reviennent avec le sourire, dire ah mais je crois que j'ai compris, ou bon ben du coup ça y est, je suis prêt, je peux y aller, y compris quand ça se passe parfois, il y a certains jeunes, ça se passe avec la rupture, hein, parce que du coup parfois la rupture est nécessaire pour pouvoir avancer, mais on se perd pas parce que du coup on garde le lien. Et moi j'ai de très beaux souvenirs de jeunes pour qui j'avais insisté à l'époque en disant bah là du coup il faut qu'on se quitte parce que du coup on n'arrive plus à avancer, et de jeunes qui m'ont rappelé après en disant bon bah alors Christian, ok, c'était 5 ans plus tard, hein, et en disant bon ok, donc du coup ça fait 5 ans qu'on s'est pas parlé, j'étais très en colère, mais je crois que j'ai compris pourquoi finalement ça s'est passé comme ça et pourquoi c'était nécessaire. Yes, trop fort. Et là tout à coup vous vous dites bon bah alors ça veut dire que oui, il y a des choses extrêmement belles dans ce parcours. Il y en a des difficiles, évidemment. Je veux bien ça, voilà, accueillir la difficulté de l'autre, son agressivité, parce que évidemment, vous voyez, quand on n'est pas en paix avec soi, on est agressif avec les autres. Enfin, ça me paraît tellement évident. Donc des fois, tous les professionnels qui sont là sont exposés, j'ai envie de dire, à l'agressivité potentielle de tous nos jeunes, et il y en a où la souffrance de nos jeunes qui est apportée avec eux et qui n'est pas toujours simple en fait, pas évident de se mettre au service de cet accompagnement-là. Et c'est pour autant comment chacun dépasse ces difficultés-là pour la réussite du jeune. Voilà, moi je trouve ça juste extraordinaire. Voilà. On met très souvent sous le mot réussite, la réussite à l'examen. Bon bah ok, un diplôme c'est une réussite, et on fait une fois par an notre fête de la réussite. Donc on l'a faite début décembre. Le vendredi, on fait une cérémonie qui dure 2 heures, et donc tous les jeunes qui ont eu un diplôme, mais pas seulement. Ils ont aussi, je sais pas, est-ce que du coup, est-ce qu'on est capable de donner le diplôme du sourire, voilà, parce que du coup, est-ce qu'on est capable de reconnaître les talents des uns et des autres, mais qui ne se mesurent pas qu'en diplôme, mais aussi dans d'autres choses, dans leur singularité, dans leur personnalité profonde, et très souvent dans le service qu'ils peuvent. Ce que je trouve toujours beau à regarder, c'est qu'en fait, quand on va solliciter les jeunes, finalement, ils sont capables de se mettre au service d'un collectif extrêmement simplement et avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Voilà, donc on essaye ce jour-là de saluer en fait toutes ces réussites, et de ne pas parler que de réussite, j'ai envie de dire, au sens où on l'entend classiquement. Voilà, j'ai eu mon diplôme, c'est super, et ça c'est une belle réussite. Mais il y a aussi plein d'autres belles réussites, celle de dépasser sa propre difficulté. Yes, wow, ça c'est quand même extraordinaire. Et quand on accompagne, quand les équipes sont capables d'accompagner pour que les jeunes dépassent leur souffrance et puissent transformer leur souffrance en point d'appui pour demain, là, ça s'appelle des vrais chemins extraordinaires de réussite, quoi. Voilà. Vous savez, la question de la résilience. Est-ce qu'on est capable d'accompagner correctement sur le chemin de la résilience? Bon, en tout cas, c'est l'ambition. Voilà. Est-ce que nous réussissons à chaque fois? Non, pas du tout. Parce que du coup, parfois, un jeune peut ne pas être disposé à ce moment-là à accueillir la main tendue. Et ça aussi, il faut savoir le respecter, parce que ce n'est pas son temps. Voilà. Et que parfois, il faut bien discerner entre ce que serait notre orgueil de vouloir absolument l'aider, et aussi d'être à l'écoute de est-ce que nous sommes au bon moment dans cette capacité-là, et est-ce qu'on lui demande pas de sauter comme au saut en hauteur 2,20 m, alors qu'aujourd'hui il n'est capable que de sauter 1,20 m. Et ben respectons ce 1,20 m et allons-y tranquillement avec lui. Voilà, les réussites, elles sont celles-là. Si je dois parler de ce que j'appelle une réussite pour moi,
Alors personnellement, c'est ce que je nommais tout à l'heure. Moi, ma réussite, c'est que tout à coup mon travail ne soit pas un travail, je sais pas, dans lequel je veux juste gagner ma vie, mais qu'il soit intimement lié à ma vie, donc ma vie familiale, et surtout 30 ans plus tard d'avoir gardé, je le nomme toujours en disant moi en fait je suis très heureux d'une chose, c'est d'avoir gardé cet enthousiasme 30 ans plus tard. Finalement je m'ennuie toujours pas et ça fait toujours sens profondément pour moi. Voilà, ça pourrait être la réussite plutôt qu'une fonction ou plutôt que je sais pas quoi. Il y a voilà, après finalement la fonction ne fait que comment tout à coup au fur et à mesure d'une vie, nos talents et nos compétences qui avancent peuvent être mis autrement à disposition d'une organisation au bénéfice des jeunes. Enfin voilà, c'est toujours ça qui est finalement intéressant. J'entends bien que votre réussite s'inscrit dans le long terme. Je le conçois, je perçois complètement vos mots. Est-ce qu'il y a un moment particulier, un épisode particulier de votre vie professionnelle où vous avez touché du doigt cette réussite que vous décrivez, où vous vous êtes dit ouais, je suis vraiment dans mon élément, je suis là où je dois être. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit là, hein? Ah oui, alors je vais vous citer une rencontre avec un jeune. Du coup là, c'était quand j'étais enseignant, mais en même temps, ça fait partie de mon parcours. Et où, vous savez, du coup, quand j'avais repris un jeune, et donc il boudait. Ça a duré 1 mois. Tous les matins, je lui tendais la main pour le saluer. Et tous les matins, il refusait ma poignée de main. Et donc, du coup, ma pugnacité a fait qu'on a duré 1 mois quand même, tous les matins. Bonjour James, bonjour. Et du coup, il ne me répondait pas. Et donc, du coup, on a attendu 1 mois, tous les matins, voilà, pour que tout à coup, le visage s'est relevé, voilà, avec un sourire, en disant « Bonjour Christian ». Oh, waouh. Et donc là, ça fait partie des moments où vous dites « Bon, ben voilà, vous êtes aligné dans ce que vous souhaitez humainement, dans votre professionnel, dans votre fondement de vie, en fait, qui est tout à coup, oui, finalement ça avance. Est-ce qu'on accepte que parfois tout le monde n'est pas prêt et que du coup, est-ce que nous avons la patience de cette attente-là plutôt que le rejet? Voilà. Vous parlez vous-même de pugnacité et de patience. Est-ce que c'est ça votre secret? Est-ce que c'est comme ça que vous... Alors, je ne suis pas sûr d'être quelqu'un de très patient, naturellement. Mais par contre, et oui, professionnellement parlant, j'ai travaillé cette patience-là parce que quand on travaille avec l'humain, si nous sommes pressés, mais nous heurtons l'autre, en fait. Et donc, est-ce que nous acceptons que le chemin de l'autre ne soit pas le nôtre, que ses repères et son éducation, son environnement, j'aime bien le mot écologie, son écologie ne soit pas la même que nous. Et donc, est-ce que nous acceptons fondamentalement ça, donc pour tout à coup être dans cet accompagnement qui n'est pas juste notre désir à nous, mais bien le chemin de l'autre. Voilà, ça demande un petit temps de... Ce serait ça mon chemin de réussite, en fait. Vous voyez, c'est d'avoir peu à peu compris ça, en prendre la mesure pour que tout à coup, au fur et à mesure, nous puissions nous ajuster humainement. J'aime bien le mot ajuster, vous savez, parce que quand on dit ah mais je te comprends, mais je sais pas si je le comprends moi, je suis pas à sa place. Par contre, que je m'ajuste à lui pour que je sois le plus pertinent possible dans son accompagnement, voilà. Et ce que je le dis pour les jeunes, mais on peut le dire aussi pour les professionnels. Puisque nous sommes dans l'humain, le sujet est pour les jeunes, et puis il est également dans l'accompagnement des professionnels, en fait. Voilà. Parce que même si nous sommes professionnels, nous n'en sommes pas moins humains. Hein, voilà. Justement, est-ce que... chez les gens avec lesquels vous travaillez, et il y en a beaucoup, j'ai compris, 500 personnes à l'intérieur et beaucoup d'autres à l'extérieur, j'imagine. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous attendez ou que vous valorisez? Oui. Alors moi, ce que j'aime et que je recherche au niveau professionnel, c'est
précisément notre capacité à nous remettre en question. Parce que, vous voyez, l'expertise, l'expertise, elle pourrait être liée à la connaissance. Ok, moi, à chaque fois que j'embauche quelqu'un, je dis la connaissance de technique ou ce que j'appelle donc l'expertise technique, vous aurez le temps de l'acquérir. Par contre, il y a une chose que nous devons travailler immédiatement. Alors, c'est celle de la posture. Qu'est-ce que c'est la posture? C'est justement, comme nous travaillons avec l'humain, il faut qu'on soit bien au clair que finalement nous ne savons rien de l'autre et que du coup c'est lui qui va nous apprendre comment on peut l'aider. Mais si nous ne sommes pas à l'écoute, on va rester enferré dans notre méthodo, dans notre savoir-faire, mais on ratera une partie essentielle qui est oui, mais tu m'as laissé sur le bord du chemin parce que tu es tellement persuadé de tout savoir que en fait tu ne m'as pas écouté. Voilà, c'est exactement ça, je crois, qui est attendu dans une forme de compétence professionnelle qui est: est-ce que nous sommes capables d'écouter réellement le besoin de l'autre pour essayer d'y répondre? Voilà. Parce que, vous voyez, après la technicité, elle s'acquiert assez, j'ai envie de dire assez simplement. Enfin, c'est-à-dire que du coup, ça, on peut avoir le temps de ça. Mais par contre, probablement que c'est quelque chose qui est non négociable. Vous voyez, dans cette approche-là, si j'ai une exigence, c'est celle-là. Voilà. Moi, quelqu'un qui ne me donnerait pas les signaux de sa capacité à se remettre en cause, ça, ce serait compliqué parce que du coup, ce travail autour des jeunes demande nécessairement ça, en fait, voilà. Ouais, nécessairement. Mmh. Vous qui travaillez pour cette fondation depuis une 30aine d'années, est-ce que vous avez vu des choses évoluer chez les jeunes que vous accueillez? Est-ce qu'il y a des choses différentes, des profils différents, oui, des attitudes différentes? Assez intéressant parce que c'est une question assez récurrente. Parce que vous savez, le mot classique, c'est les jeunes aujourd'hui sont plus terribles que hier. Absolument. Enfin, voilà, c'est assez répandu comme réflexion. Et alors moi, je témoigne de l'inverse en disant que finalement, moi, je retrouve les mêmes sujets pour les jeunes il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Donc finalement, des choses assez similaires, voilà. Mais probablement que le contexte le contexte social a évolué. Et donc, finalement, ça les contraint à d'autres choses. Je donne un exemple assez classique. Vous voyez, il y a 30 ans, deux garçons se chamaillaient et on arrivait à se mettre un coup de poing. On disait qu'on était dans le rite initiatique d'un chemin d'adolescent vers le chemin de l'adulte. Aujourd'hui, on parle de violence et porter plainte. Bon. Et donc, parfois, je me dis, mais est-ce que aujourd'hui, notre société permet-elle réellement de faire le chemin de l'adolescence avec tous ces travers, mais travers qui sont sûrement nécessaires en fait dans un chemin. Vous voyez, il faut qu'on expérimente des choses. Et en fait, aujourd'hui, nous avons tellement d'attendus et d'attendus de résultats que on se demande si on a le temps de faire le temps de l'apprentissage. Vous voyez, même en classe, c'est assez intéressant parce que en classe, on passe beaucoup de temps à parler d'évaluation. Mais est-ce que, avant de parler d'évaluation, est-ce qu'on prend le temps de l'apprentissage? Eh ben, ça, c'est un vrai questionnement. Il en est de même sur l'éducation. On voudrait, je plaisante toujours avec certains adultes qui travaillent ici quand ils me disent ah oui, mais alors lui, vraiment, il n'est pas éduqué. Ah bon, alors déjà,
potentiellement c'est notre mission. Qu'est-ce qu'on et fait? puis il est donc bienvenu. Oui. Voilà. Et puis la deuxième chose, ce serait de dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que du coup on attend que nos jeunes soient des produits finis, ou est-ce que du coup on accepte profondément qu'ils soient en devenir, et donc d'accompagner ça, et que justement oui, peut-être qu'il n'a pas certains codes, il n'a pas certaines connaissances, est-ce que nous ne sommes pas là pour ça? Voilà. Ah oui, il nous les dit un peu violemment. Ah oui, ok, d'accord, très bien. Mais là aussi, est-ce que c'est pas notre mission d'accueillir ça et de l'aider à transformer ce qu'il amène violemment en tout à coup cette transformation qui ferait que il peut remettre toutes ces émotions compliquées et il peut les remettre en perspective positive, et tout à coup il comprend comment il pourrait évoluer en paix avec lui. Et est-ce qu'on le guide sur ça? Voilà, hein, vous voyez, c'est chemin de la paix avec soi, en fait. Voilà, parce que la plupart de nos jeunes, quand même, sont en révolte, mais en même temps en révolte intérieure, et ils sont pas en paix avec eux. Est-ce que nous, on arrive à les guider là-dessus? Voilà, en tout cas, c'est une belle ambition. Après, on n'y réussit pas toujours, mais en même temps, pour autant, il ne faudrait pas renoncer. Hein, voilà, c'est... Vous parliez tout à l'heure d'une personne qui vous a inspiré, le directeur du site qui vous a recruté. Il y en a sûrement d'autres. Hein. Oui. Qu'est-ce que ces personnes qui vous ont inspiré faisaient de différent des autres? En quoi elles sont mémorables pour vous dans leur comportement? Ouais. Je crois que ce que j'aime et que j'admire, en fait, voilà, c'est de cet ordre-là. C'est la capacité des personnes à avoir des fonctions que je trouvais importantes, hein, donc dans ma représentation quand j'ai 20 ans, de la représentation d'un directeur général, donc du coup c'était quand même, et de la simplicité de la relation. Waouh, ça, je crois que ça c'est la qualité qui est au summum pour moi. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que nous pouvons être sérieux, travailler sérieusement, avoir le souci, sans que jamais on ne se prenne au sérieux soi-même, et que du coup nous nous rappelions que tous les jours nous aussi nous sommes des hommes, que tous les jours nous nous rappelions que oui, nous avons notre part d'humanité avec ces belles choses, mais aussi avec ces petitesses, parce qu'on est fait de tout ça, et que donc finalement dans chacune des rencontres on se rappelle que c'est vrai pour chacun. Et que tout à coup, vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est de parler de la relation humaine et de dire, mais finalement, nous sommes à égalité d'âme. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fonctions différentes, des responsabilités différentes, mais nous sommes à égalité d'âme. Et c'est ce qui nous permet la connexion simple et authentique. Voilà. Ça, moi, j'aime bien ça parce que... Et donc, la même avec le jeune. C'est-à-dire que, où bien sûr, nous avons une fonction par rapport à ces jeunes que nous accueillons. Mais est-ce que nous sommes mieux qu'eux parce que du coup, on a une fonction? Ah non, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Nous sommes à égalité d'âme. Donc, c'est comment on se rencontre là pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. C'est, en tout cas, je crois que ça, c'est probablement ce que j'admire le plus. Le plus admirable. D'accord. À votre tour, si vous deviez donner un conseil ou être une source d'inspiration pour des jeunes, et vous en voyez beaucoup autour de vous, qui entreraient ou qui s'apprêteraient à entrer sur le marché du travail bientôt, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je leur dirais que le plus important est bien sûr d'être assuré de du fondement de ce que nous faisons. Donc ça, c'est notre socle de fond. Mais de comprendre que nos certitudes pourraient être des empêchements à évoluer. Et donc, que du coup, entraînons-nous quotidiennement à pouvoir être remis en cause, à changer, parce que c'est ça la vraie marge de progression que nous avons très personnellement et évidemment professionnellement parlant. Mais c'est intimement lié. C'est-à-dire que du coup, si on s'autorise à progresser personnellement, alors on s'autorisera aussi à progresser professionnellement parlant. Mais ça, personne ne pourra le faire pour nous. Voilà.
pourra faire des rencontres, des gens qui nous donneraient potentiellement cette permission dans les questions d'autorisation, mais il n'y a que nous qui ne pourront finalement nous saisir de ça. Voilà. Et donc c'est être attentif à soi sur est-ce que je m'autorise bien à évoluer différemment, le penser autrement et à travailler sur soi, sur ça. Je trouve que ça c'est une vraie richesse, oui. Et c'est prendre la liberté de le faire aussi, une fois qu'on a l'autorisation. Exactement, tout à fait. Okay. Vous parliez de votre équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle aujourd'hui, et vie professionnelle qu'on imagine extrêmement prenante, sur un site qui vit 24 heures sur 24, ça doit pas être de tout repos. Comment vous faites pour vous ressourcer? En fait, je crois que mon ressourcement, alors il a deux natures. En fait, moi, très clairement, ce type de boulot, c'est parce que nous avons une vie de famille que je peux finalement le faire correctement. Parce que sinon, je ne trouverais pas de lieu de ressourcement, je me ferais happer complètement et probablement je ne serais pas dans la bonne distance par rapport à ce travail. Et puis après, il est surtout d'accepter que de temps en temps, il faille faire des breaks et de prévoir ces breaks-là pour ne pas se mettre dans une situation de surcharge ou de surchauffe. Voilà, et ça c'est absolument important. Alors après, la façon de le faire appartient à chacun. C'est soit de s'évader, c'est prier, c'est faire du sport, voilà. Mais en tout cas, d'avoir dans son emploi du temps ce respect-là de soi pour être sûr de rester opérationnel, j'ai envie de dire. Voilà, c'est extrêmement important. Voilà. Mais quand même, une de mes sources de ressourcement, je crois que c'est quand même ce travail d'équipe, parce que en fait, je crois que c'est là où je vais chercher mon énergie, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel? Alors, moi, souhaitez-moi une chose que je me souhaite et pour laquelle je prie tous les jours, c'est de dire que il me reste, je ne sais pas, une quinzaine d'années à travailler et que à la veille de ma retraite, je sois toujours dans ce même enthousiasme au travail, parce que cette mission reste celle qui fait sens pour moi dans le travail et dans ma vie. Voilà, ça pourrait être ça le truc et en tout cas, moi j'y travaille tous les jours. Je l'entends bien. Eh bien, je vous le souhaite. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire, qu'on n'aurait pas abordé, que vous voudriez ajouter? Oui, peut-être qu'on n'a pas abordé la question de la nécessité que nous avons de prendre soin les uns des autres dans ce type de métier. Mais probablement plus largement. Mais bon, moi, je ne peux témoigner que de ce métier puisque c'est celui-là que je fais. Mais et qu'on a peut-être parfois oublié. Prendre soin, ça veut pas dire accéder à toutes les demandes des uns et des autres. Mais par contre, est-ce que nous prenons le temps régulièrement de nous arrêter auprès de nos pairs, de ceux dont on a la charge, pour être sûr que nous soyons, je vais reprendre mon mot, ajustés les uns avec les autres, et alors prendre soin pourrait avoir un côté je sais pas, thérapeutique, médical, enfin voilà, mais moi j'aime bien dire simplement prendre soin, c'est être attentionné à l'autre, et c'est je trouve quelque chose qu'on a peut-être un peu parfois perdu, et pourtant qui est une source de satisfaction mutuelle pour celui qui reçoit et pour celui qui fait attention. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette partie professionnelle par ce biais-là, et pourtant c'est probablement le socle de quelque chose qui fait que quand je dis prendre soin, c'est donc ça sous-entend tous ces mots qu'on utilise autrement, respecter, donner du sens. Est-ce que chacun s'y retrouve dans sa mission, dans son travail? Est-ce que les jeunes s'y retrouvent est-ce qu'on donne cette parole-là aux jeunes en disant mais est-ce que vous vous sentez bien accompagné?
Et est-ce que nous sommes capables de recevoir eh ben non, moi pour l'instant je me sens pas du tout accompagné ou du coup je voudrais que ce soit autrement. Et est-ce qu'on est capable d'accueillir cette parole-là, non pas comme un jugement, mais comme un élément de réflexion. Voilà. Un immense merci, Monsieur Jacquemin, pour votre temps ce matin. De m'avoir permis de finalement revisiter ce parcours-là au travers de cet échange. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!